Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Olivier Delamarche, président avec notre ami Bernard de Fabrègue pour m'accompagner dans cette aventure exaltante. Donc Olivier Delamarche, président fondateur de la société de gestion de portefeuille Platinium Gestion et fondateur des Éconoclastes. Olivier Delamarche, bonjour. J'ai déjà eu l'occasion de vous recevoir à Radio Courtoisie. Les auditeurs de Radio Courtoisie commencent à vous connaître. Vous êtes un des économistes, un des experts, un des analystes financiers les plus lucides de la place de Paris. Et Dieu sait s'il y en a peu dans la place de Paris qui soit lucide, et sur les places internationales en général, car vous êtes un éconoclaste. Et vos analyses tombent juste, constamment, vous prévoyez juste très, très régulièrement. Toucher du bois. Et nous allons avec vous, cette fois-ci, nous demander si 2015 sera une année de crise financière. Bon, écoutez, d'abord bonjour, je suis ravi d'être là. Donc, je ne sais pas répondre à votre première question. Peut-être, on l'attendait déjà en 2013, en 2014. En 2014, ça a été un petit peu plus compliqué, mais ça n'a pas débouché non plus sur une vraie crise. 2015 commence très mal, mais d'un autre côté, il n'est pas dit que la prise de conscience se fasse dans les mois qui viennent. A priori, on peut dire aujourd'hui que la situation fondamentale se dégrade de plus en plus vite. On peut dire que par des moyens plus ou moins cosmétiques, les différents gouvernements essaient de tenir le plus longtemps possible. Maintenant, combien de temps prendra la prise de conscience, on n'en sait strictement rien. Donc ça peut se passer entre cet après-midi et beaucoup plus tard. Voilà, donc parce qu'ils emploient tous les moyens pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors c'est purement cosmétique, hein. Vous n'avez absolument aucune amélioration sur les fondamentaux économiques. Vous avez même pour beaucoup de pays une forte dégradation. Maintenant, concrètement, on aurait déjà dû prendre conscience de ce qui se passait. On aurait déjà dû avoir des phénomènes extrêmement violents sur les marchés depuis déjà longtemps. Donc voilà, mais on avait, je pense, moi en premier, on avait sous-estimé la volonté farouche de nos fonctionnaires tête pensante de rester en place, et donc ils ont tout fait et ça a marché. Parce que en face, vous avez beaucoup de crédulité et puis beaucoup aussi d'intérêt qu'il faut sauvegarder. Alors, nous allons donc rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie que cet acharnement des décideurs à maintenir le statu quo, c'est notamment par le biais d'une création monétaire débridée par les banques centrales, la planche à billets, comme on dit vulgairement, ce que les Anglais et Américains appellent les quantitative easing, et qu'à Radio Courtoisie, où nous vivons dans le culte du français, nous traduisons par assouplissement monétaire, c'est-à-dire en gros des taux d'intérêt très très bas pour injecter des masses de liquidités énormes dans les circuits économiques financiers mondiaux, mais ça va justement surtout dans les circuits financiers, ça gonfle les bulles, une bulle finit toujours par éclater, et donc cette création monétaire échevelée entretient une euphorie boursière notamment, les marchés actions montent très très haut, mais l'économie réelle, celle qui produit les biens et les services, n'en profite que très très peu, et donc c'est une économie de bulles. Oui, alors non seulement l'économie réelle n'en profite pas, mais c'est même pire que ça. C'est-à-dire que le remède est pire que le mal. Là, en l'occurrence,
l'assouplissement monétaire, les fameux quantitative easing sont je dis toujours, on fait du QE quand on n'a pas de QI. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'idée, c'est vrai que le truc le plus facile, c'est d'inonder le monde de liquidités. Mais le problème, c'est que c'est une fausse analyse, et ça depuis le début. Les autorités économiques ont traité une crise de la dette comme une crise de liquidité. On n'a pas de problème de liquidité aujourd'hui dans le monde. Aucun. Et on continue à en faire. Donc c'est quand même curieux comme raisonnement. Et on noie le moteur. Alors qu'on a une crise de la dette, et alors là, pas qu'un peu. Et c'est là que le quantitative easing est très nocif. C'est que l'assouplissement monétaire. Ouais. L'assouplissement monétaire est très nocif. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça crée des phénomènes économiques qui sont destructeurs. Je m'explique. D'un côté, quand vous faites de l'assouplissement monétaire, qu'est-ce qui se passe? Vous faites monter une partie des actifs, et surtout les actifs qui sont financiarisés, c'est-à-dire l'immobilier, c'est-à-dire les matières premières agricoles, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire donc tout un tas de qui est en fait des coûts de la vie. Vous avez besoin de vous loger, vous avez besoin de vous chauffer, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de vous nourrir, et donc ça vous fait monter ces coûts-là, et donc vous avez de l'inflation, alors qu'aujourd'hui tout le monde ne regarde et ne jure que par la déflation. En fait, vous avez une inflation de ces actifs qui ont été financiarisés. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, pèse sur le budget des ménages, qui fait que les ménages ont de moins en moins de possibilités d'épargne, et donc sont de plus en plus pauvres. Et puis, de l'autre côté, vous avez un phénomène qui se déroule en même temps, qui est concomitant, qui est la déflation. Et la déflation, c'est de la déflation, alors là, cette fois-ci, monétaire, c'est-à-dire que vous avez les banques qui ne prêtent plus à l'industrie, à l'économie, et donc vous avez moins d'activité, forcément, moins d'investissement. Et puis vous avez aussi, comme le prix de ce qu'on appelle les inputs, c'est-à-dire ce qui rentre dans la société, ce que la société doit acheter. Alors, elle achète, évidemment, elle a besoin d'énergie pour fonctionner, et puis elle a besoin de matières premières, quand ce sont des industriels, elle a besoin de matières premières pour fonctionner, et puis bien souvent, il faut savoir que les grands exportateurs, dans beaucoup de pays, ne sont plus que des assembleurs dans leur pays. C'est-à-dire qu'ils achètent des produits semi-finis à l'extérieur. Et c'est pas forcément dans la même monnaie. Donc, quand vous faites de l'assouplissement monétaire, vous faites baisser forcément votre monnaie, et donc ça vous rend les entrées beaucoup plus élevées, beaucoup plus chères. Et donc ça veut dire quoi? Quand vous avez une société qui a des charges qui augmentent, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle fait ce qu'elle sait mieux le faire, et le plus rapidement possible, elle vire des gens. Et donc ça, c'est déflationniste, parce que la personne qui se retrouve au chômage, en général, consomme pas comme celle qui a un travail et un chèque à la fin du mois. Donc vous avez ces deux phénomènes qui coexistent, alors que la plupart des économistes ne vous font que une espèce de crise obsessionnelle sur la déflation en ce moment, sans voir que de l'autre côté il y a autre chose, et que ça c'est destructeur pour les économies. Alors on a un exemple magique, c'est le Japon. Voilà, que vous aviez anticipé très 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 bien. Oui, mais j'ai aucune gloriole à l'avoir fait, parce que franchement c'était facile. Le Japon est une île, donc ils importent quand même la plupart des choses, des matières premières, de l'alimentation, de l'énergie,
Et ils se sont retrouvés avec la baisse du yen, ils se sont retrouvés avec ces importations qui ont flambé littéralement. Hein. L'alimentaire a augmenté de plus de 60%. L'énergie avait augmenté avant la baisse du pétrole de plus de 70%. Enfin, c'était quelque chose de vraiment important. Et comme les Japonais ont le mauvais goût de pas faire d'enfants, c'est un pays qui vieillit. Ça veut dire que la plupart des gens ne travaillent plus, ils sont à la retraite, et donc c'est pas facile de se reconstituer une épargne. Quand vous êtes obligé de la dépenser dans des coûts prohibitifs, c'est pas facile de se refaire une épargne quand vous êtes à la retraite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous appauvrissez la population très très vite. On était passé en 2013 de 26% à 31% de la population japonaise qui n'avait plus aucune épargne financière. Donc ça veut dire pour un retraité qu'il n'est pas bien. Hein, ça va très vite. Et on estime, parce que on n'a malheureusement pas le chiffre, mais on estime que probablement en 2014, on est passé de 31 à 40. C'est énorme. Ça veut dire que vous avez réellement appauvri le Japon d'une façon monumentale. Et ça, malheureusement, ça a des conséquences. Pourquoi ça a des conséquences? Parce que pendant 25 ans, ce sont les Japonais eux-mêmes qui ont acheté la dette japonaise, donc il n'y avait aucun problème, tout le monde vous disait de toute façon c'est en circuit fermé, donc ça ne pose pas de soucis. Sauf que là aujourd'hui les Japonais n'ont plus d'épargne financière, donc ils ne peuvent plus souscrire aux nouvelles obligations japonaises qui sont émises. C'est pas les internationaux qui vont y aller parce que les taux d'intérêt à 10 ans japonais sont à 0,27%. Ce qui n'est pas représentatif du risque que vous prenez, parce que quand vous avez une économie qui est endettée à 250% du PIB, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que vous serez jamais remboursé, ça c'est clair. Donc aucun international ne va y aller, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, la BOJ, la Banque du Japon, la Banque centrale japonaise, est obligée d'acheter toutes les émissions d'obligations qui sortent de par l'État japonais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que après le quantitative easing, l'assouplissement numéro 12, parce qu'on en est au 12e au Japon, il y aura un 13, un 14, un 15, et qu'à chaque fois il sera un petit peu plus haut parce que il n'y a plus que la Banque du Japon qui achète la dette japonaise. Donc voilà, ça veut dire que c'est de la drogue, c'est un drogué à l'héroïne, ça veut dire que vous êtes obligé de rajouter une dose à chaque fois et que il ne peut plus s'en passer, et c'est le grand piège du quantitative easing, de l'assouplissement monétaire, c'est que une fois que vous avez commencé, vous êtes obligé d'aller jusqu'au bout. Et alors comment, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui nous écoutent, comment cela se termine-t-il généralement? C'est tout simple, hein. Vous avez aujourd'hui pour continuer sur le Japon, vous avez aujourd'hui un yen qui n'est plus basé sur rien sauf un énorme trou. Et donc ça veut dire qu'au moment où les gens prendront conscience, le yen en un week-end ne vaudra plus rien. Voilà. Donc crash monnaie, donc la République de Weimar ou l'Argentine, oui, ou ce que vous voulez, à chaque fois que ça s'est passé comme ça, si vous n'avez plus aucune base, ça veut dire qu'à un moment le yen qui vaut aujourd'hui $1 vaut 120 yens, vous aurez tout d'un coup ça va passer à 500 yens ou à 1000 yens ou à... C'est ça. Et on avait conservé de la République de Weimar l'image de personnes remplissant une brouette avec des marques pour aller acheter un peu de nourriture, en fait. Mais ça vaut plus rien, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, je sais pas moi, l'équivalent de $500 000 sur votre compte en yens, et lundi prochain, les $500 000 vous achèteront un coca en bas de la rue, quoi. C'est ça.
Et là, c'est une misère qui s'abat sur un grand nombre de gens. Alors. Mais c'est non seulement une misère, mais c'est un tsunami économique, parce qu'il faut quand même se rendre compte que le Japon reste la 3e économie du monde, que vous avez des banques qui sont gigantesques et qui ce jour-là feront faillite, que aujourd'hui le monde est mondialisé, enfin l'économie est mondialisée, que le système bancaire est aussi mondialisé et que ce jour-là, oui, ça va faire des dégâts, mais ça va faire des dégâts instantanés partout dans le monde. Les Japonais détiennent de la dette européenne, les Japonais détiennent de la dette américaine. Ils rapatrieront ça. Enfin, vous avez du carry trade tous les jours, c'est-à-dire vous empruntez en yens et vous replacez en dollars. Vous avez des milliards qui sont traités tous les jours là-dessus. Oui, ça va faire des dégâts épouvantables. Vous pouvez vous attendre à ce que l'euro saute dans les 5 minutes qui suivent et que qui aura probablement au départ un mouvement vers le dollar, parce que c'est toujours vers le dollar qu'on se réfugie quand il y a un problème, mais ça risque de pas durer très très longtemps. Voilà, donc oui, c'est un des je dirais, c'est un des. Nous, on agit comme ça chez Platinum Gestion. On fait des scénarios. Une multitude de scénarios. Qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut venir de la Chine, ça peut venir du Japon, ça peut venir des États-Unis, ça peut venir d'un krach bancaire, ça peut venir de. Bon, on met en place un certain nombre de scénarios. Je dois avouer que l'explosion économique japonaise est quelque chose qui a une forte probabilité dans les scénarios. C'est celui probablement qui tient la tête. Nous allons rappeler donc aux auditeurs de Radio Courtoisie les références de notre émission. Chers auditeurs, vous êtes à l'écoute du libre journal de la crise de Laurent Arthur Duplessis, qui a invité aujourd'hui Olivier Delamarche, président fondateur de la société de gestion de portefeuille Platinum Gestion, et fondateur des Iconoclastes. Pardon. La question du jour, le thème de l'émission est 2015 sera-t-elle une année de crise financière? Je précise les coordonnées de Platinum Gestion, qui est situé 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, et dont le téléphone est 01 82 83 81 40. Eh bien, justement, ce tableau d'effondrement des grandes monnaies, on peut dire cela, la phase terminale en quelque sorte de ce déséquilibre structurel absolument gigantesque, la phase terminale de cette crise, c'est l'effondrement des grandes monnaies, en fait. Ah oui, s'il y a une certitude, si vous voulez, c'est que la question aujourd'hui, se porte sur les devises. C'est-à-dire que et c'est là que ça devient compliqué, parce que quand vous savez qu'il y a une bulle sur le marché des actions et que vous attendez un krach sur les actions, c'est pas très compliqué, vous n'avez pas d'actions et comme ça vous dormez tranquille. Ouais. Si vous attendez pour une question ou pour une autre à un krach obligataire ou à un krach immobilier, il suffit de pas en avoir et on vit très bien comme ça. Le problème de la devise, c'est que malheureusement la devise, ça libelle absolument tout, de vos paires de chaussettes à votre immeuble, à vos actions et à ce que vous avez sur vos comptes. Et que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça devient compliqué, notamment parce que vous avez les 3 principales devises aujourd'hui, qui sont même 4. Le yen, le sterling et l'euro et le dollar, qui sont dans la même situation, puisqu'on a finalement utilisé le même médicament partout, et que là on est en train de se réjouir que Monsieur Draghi, dans les 10 jours qui viennent, ait la bonne idée de faire la même chose. Donc c'est quand même extraordinaire que on ait un exemple aussi flamboyant que le Japon depuis 25 ans et que on ne rêve que d'une chose, c'est de leur ressembler.
c'est un raisonnement assez curieux. Mais bon, soit, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que malheureusement, on peut penser que dans les années qui viennent, on ait une refonte totale du système monétaire, parce que bien évidemment, il serait quand même beaucoup plus intelligent de s'y préparer avant et de le faire à froid quand il s'est pas encore passé de catastrophe. Mais ça, malheureusement, je doute que nos dirigeants occidentaux aient le QI nécessaire pour le faire. Et donc vous aurez ça très probablement en pleine panique quand les choses auront largement dégénéré, et vous aurez un changement de système monétaire complet. Pourquoi? Parce que le dollar, la suprématie du dollar est devenue totalement ridicule. Le yen, je vous ai dit, ça vaut plus rien. Et l'euro, qui est une devise qui a toujours été mal calibrée et mal montée, à mon avis, au moment où le tsunami japonais arrivera, si c'est ça qui se déroule, ne tiendra pas 5 minutes. Voilà. Et il y a le raz-de-marée japonais, mais il y a aussi un géant qui a en fait des pieds d'argile, c'est la Chine, parce que la Chine a des bulles extraordinaires. La Chine a des bulles extraordinaires, mais non seulement a des bulles extraordinaires, mais est coincée aujourd'hui entre une croissance qui est très faible, parce que nos chers économistes et experts se sont aperçus récemment que les 7%, fallait quand même pas compter dessus. On commence à le dire, vous le disiez depuis longtemps. Mais ça faisait un moment, oui. Mais ça faisait un moment qu'on le savait, c'était pas très compliqué. Il fallait regarder tout premiers, il faut le dire aux auditeurs de Radio Courtoisie. Vous étiez un des tout premiers à le dire. Fallait regarder la consommation électrique, fallait aller regarder à quoi correspondaient les chiffres d'exportation qu'ils donnaient et qui malheureusement ne correspondaient pas aux chiffres des importations de l'autre côté, dans les pays dans lesquels ils exportaient. Donc il y avait quelque chose qui ne collait pas, et donc on savait que probablement la croissance devait se situer à ce moment-là autour de la moitié de ce qu'ils annonçaient. Donc là, ils viennent de découvrir ça, et en effet, la Chine maintenant est coincée, elle a les fesses entre deux chaises, c'est-à-dire que vous avez d'un côté une bulle de crédit et une bulle immobilière gigantesque qui fait passer l'Espagne pour un apéritif. C'est à l'échelle de la Chine, c'est 67 millions de logements vides, je crois, ou 68 millions de logements vides en Chine. Donc c'est quelque chose de délirant, mais le problème pour la banque centrale chinoise, c'est que aujourd'hui, elle a soit elle monte les taux pour essayer, et elle restreint le crédit pour essayer de contrôler cette bulle de crédit et la ralentir en espérant qu'elle explose pas, parce que vous savez que ce qu'on appelle en bourse les soft landing, c'est-à-dire les atterrissages en douceur, moi j'en ai jamais vu. On m'en parle depuis 25 ans, mais j'en ai jamais vu. Ça se finit souvent en crash. Donc la banque centrale est coincée parce que si elle monte les taux, en effet, elle va peut-être dégonfler la bulle de crédit, mais en revanche, elle va mettre un coup d'arrêt à la croissance. Et si elle baisse les taux, à ce moment-là, elle laisse se développer la bulle de crédit, mais elle peut relancer un tout petit peu l'économie, mais elle va développer considérablement la bulle de crédit, et donc quand elle éclatera, ça fera encore plus mal. Donc vous avez les Chinois qui sont coincés entre le ralentissement mondial, qui ont des réserves en dollars qui leur font pas plaisir parce qu'ils savent très bien que le dollar vaut pas grand-chose, en tout cas pas le prix qui est affiché, et une bulle de crédit qui les embête. Alors je pense qu'ils savent pas très bien comment gérer tout ça, et que il y a un risque important de ce côté-là. Mais
il n'y a pas que le risque chinois. Vous en avez plein. On peut faire des scénarios à l'infini. La baisse du pétrole, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une bonne nouvelle. La baisse de l'euro, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Et je vous ai dit le Japon. Donc vous avez aussi les pays émergents qui sont des gros producteurs de pétrole comme le Brésil, etc. Là, vous pouvez oublier. Et puis vous avez cette espèce d'immense arnaque qui est la reprise américaine. Voilà. Alors, justement, parce que le mythe chinois, si je peux dire, est en train de se désagréger en quelque sorte là. Et il y avait un mythe chinois, hein, ça allait tirer l'économie mondiale, etc. Oui. Et je dirais plus largement un mythe des BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Et tout ça, c'est une consommation qui allait être luxuriante et être la locomotive du monde. Hein. Alors ça, apparemment, on n'en parle plus trop maintenant. Dans l'économiquement correct, qui est le contraire des éconoclastes que vous avez fondés. Et puis, il y a les États-Unis, alors qu'ils sont le grand mythe, là, pour le coup, parce qu'on nous bassine avec la croissance américaine et elle n'existe pas vraiment. Non. Alors, pour juste ajouter un petit mot sur les BRICS, j'ai quelqu'un que j'aime bien qui n'est pas encore iconoclaste, mais qui pourrait l'être, qui s'appelle Albert Edwards, qui est un analyste de la Société Générale, d'ailleurs, qui est anglais et qui dit à propos des BRICS, alors je suis désolé parce que là c'est de l'anglais, c'est pas de l'anglicisme, c'est de l'anglais. Il dit c'est bloody ridiculous investment concept, les BRICS. Donc c'est un investissement ridicule. Oui, voilà. C'est un investissement ridicule, et ça l'a toujours été, alors que vous avez beaucoup de sociétés de gestion, de gérants qui poussent à en faire. Il faut savoir que je vais vous raconter une petite anecdote. C'est l'investissement dans les marchés émergents, c'est le feu dans un cinéma dans lequel il n'y a qu'une porte de sortie. Vous avez 500 personnes qui rentrent, hein, ça ils ont aucun mal à rentrer. Vous y mettez le feu à la salle et vous n'avez pas un gars qui sort, pour la bonne et simple raison qu'ils se précipitent tous vers une porte qui est trop étroite, et vous avez le premier qui bouche la porte et vous avez 500 morts. Bon, et ben c'est exactement l'investissement dans les marchés émergents, c'est ça. C'est-à-dire que il y a jamais aucun problème pour rentrer, sauf que quand ça va se passer mal, vous n'avez pas la liquidité nécessaire pour sortir, et donc vous prenez toute la baisse. Et donc voilà, c'est pas un investissement intelligent. Alors vous allez trouver des gens qui vont vous dire mais moi j'ai gagné beaucoup d'argent sur les pays émergents. Oui, c'est vrai. Il faut sortir à temps. Il faut sortir à temps, et en plus aujourd'hui, on n'est vraiment pas dans la bonne période pour le faire. Voilà. Alors sur les marchés, sur l'économie américaine, plus que sur les marchés, vous avez le même effet d'écran de fumée avec la planche à billets. C'est-à-dire que les fondamentaux, quand vous creusez un peu, ne se sont pas arrangés depuis la crise. On a une fausse croissance. Qu'on vous vend très bien. Hein, et qu'on quantifie à 5% officiellement, c'est ça? Oui. Enfin non, attention, donc, à 5% sur un trimestre. Hein, c'est de l'annualisé. Voilà. Donc en fait, c'est pas tout à fait ça. Vous finirez l'année probablement à 2,5%, alors que depuis 2009, vous êtes à 1,8%. Alors de croissance, je dirais réelle, et c'est pas du tout des 3, des 4, des 5, etc. Donc et ça, la contrepartie de ça, c'est parce que c'est à peu près comme le cas anglais dont on se gausse en ce moment. On vous dit ça y est, ils ont repris, ils ont de la croissance, etc. Oui, mais à quel prix? C'est-à-dire que si vous devez, à chaque fois, pour faire $1 de PIB, mettre $5 de dette,
vous allez pas tenir longtemps à ce rythme-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est ce qui s'est passé concrètement depuis la crise, depuis on va dire de 2010, 2009. Vous avez ces proportions-là, c'est-à-dire que on met $5 de dette pour faire $1 de PIB. Et on peut peut-être expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie qui pourraient s'interroger à ce sujet, quel besoin a-t-on de faire de la dette si on fait de la planche à billets? Quel est le rapport entre les deux? La planche à billets, ça sert simplement à acheter la dette. C'est-à-dire que, en fait, on vous endette 2 fois. C'est ça qui est magique dans la planche à billets. C'est que c'est ce que je vous disais, par exemple, pour le Japon. Vous avez l'État qui s'endette. Donc, en fait, qui vous endette. Hein, on est bien d'accord. Vous avez l'État qui s'endette, qui émet des obligations. Faut bien quelqu'un qui les achète. Faut bien quelqu'un qui lui prête de l'argent. Qui est-ce qui va lui prêter de l'argent? C'est pas les internationaux et c'est pas les ménages japonais. Donc c'est la banque centrale. La banque centrale, c'est qui? C'est l'État aussi. Hein, et donc l'État va faire tourner la planche à billets pour pouvoir acheter ses obliques, pour pouvoir prêter de l'argent. En fait, on s'auto-prête de l'argent et on s'endette 2 fois. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc je suis assez étonné que des gens qui sont censés réfléchir trouvent ce système génial. Ça me paraît. Et est-ce que c'est pas dû au fait que l'Occident est gouverné par une oligarchie financière? Maintenant, elle est plus du tout industrielle, elle est financière, et donc elle voit midi à sa porte. Elle ne raisonne qu'en termes financiers et pour les intérêts du 0,001% qui possèdent des fortunes absolument immenses liées à la spéculation, grosso modo. Oui, mais je suis même pas sûr que ça soit un bon calcul. Je vais vous dire parce que je pense que tout le monde perdra des plumes et des grosses plumes le jour où les choses vont se rétablir. Et donc tout ça, c'est sur le papier. Quand on vous parle par exemple, de l'effet richesse aux États-Unis, alors vous avez raison. D'abord, ça concerne très peu de personnes, hein. Et puis, c'est tout théorique tout ça, parce que vous avez Bill Gates qui voit ses actions Microsoft monter. Bon. Et on vous dit, oui, sur le papier, en effet, il est plus riche cette année de X milliards. Ouais, d'accord, mais enfin, il les a vendus? Non. Donc demain, il y a un crack. Il sera plus pauvre de 25, 30, 40, 50 milliards. Donc tout ça, c'est très théorique. Donc on vous dit, mais c'est grâce à ça que la consommation américaine a tenu, etc. Non, pas du tout. Parce que le pauvre Bill Gates, il va pas manger 10 fois plus sous prétexte que il a quelques milliards de plus. Donc et la consommation américaine se traîne d'ailleurs, elle est pas. Mais la consommation américaine, mais c'est aussi c'est une fausse consommation, c'est-à-dire que on a absolument pas obligé, mais on a poussé les Américains encore une fois à s'endetter pour s'acheter une voiture parce qu'il fallait absolument sauver le soldat General Motors. Et donc, on les a poussés et on a fait à nouveau des subprimes. Vous avez des étudiants, c'est aussi un problème de subprime. Vous avez des étudiants qui aujourd'hui sortent de leur école, ils ont 30, 40 000, 50 000 dollars de dette et ils trouvent pas de boulot. Donc ils rembourseront pas. Vous avez toute cette économie qui est basée sur un espèce de course à la dette a des barrières. C'est que vous êtes aujourd'hui depuis 2010 ou même depuis 2008, vous regarderez les salaires, les revenus réels des Américains ont baissé de plus de 8%. C'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de revenus, comment voulez-vous aller consommer plus? Non, à un moment vous ne consommez pas plus. En revanche, votre dette augmente, votre épargne diminue. Enfin, je veux dire, on est aujourd'hui. C'est la course à l'abîme. Voilà, c'est la course à l'abîme et que alors on vous sort des chiffres.
À chaque fois, il faut aller regarder dans les 5%. Vous avez d'abord une forte hausse des dépenses militaires, parce que à force d'envoyer des drones et des missiles, faut bien quand même les payer. Vous avez une forte hausse, comme on n'en a jamais eu en dehors d'un temps de guerre. Hein. Donc forte hausse des dépenses militaires, mais ça c'est de la dette en face. Hein. Vous avez une hausse des dépenses de santé grâce à Monsieur Obama qui nous a fait son Obamacare et qui et c'est compté dans le PIB, mais c'est quelque chose qui pèse sur les ménages et voilà. Enfin, et après le reste, c'est des calculs de désaisonnalisation du BEA qui vous sort des trucs. Faut pas oublier que le PIB c'est pas quelque chose de réel, c'est un pur calcul mathématique. Hein. Donc vous mettez ce que vous voulez dedans et croyez-moi, vous aurez une révision assez forte dans 2-3 ans. Mais dans 2-3 ans, tout le monde s'en fichera, donc ça passera comme une lettre à la poste. On a fait le même coup en 2008. En 2008, au premier trimestre de 2008, à la fin du premier trimestre, les Américains annoncent 0,5% de croissance. 2 mois plus tard, ils révisent le chiffre, ils annoncent plus 1% de croissance. 3 ans plus tard, en juillet 2013, ils font la grande révision, le grand lavage annuel, ils font la grande révision sur toutes les données depuis 4-5 ans, etc. Et là, le premier trimestre 2008, ils passent de plus 1 à moins 2,7. Bon, ben voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous met les chiffres que vous avez envie d'entendre, c'est tout, et que ça n'a absolument rien à voir avec la réalité, et puis qu'on les changera dans 2 ou 3 ans, à un moment où on considérera que de toute façon ça n'a plus d'effet. Voilà, c'est tout. Cher Bernard, nous allons rappeler les références de l'émission et lire les questions des auditeurs. Merci. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de la crise de Laurent Arthur Duplessis, avec pour invité aujourd'hui Monsieur Olivier Delamarche, président fondateur de la société de gestion de portefeuille Platinium Gestion et fondateur des Éconoclastes. Le thème d'aujourd'hui était « 2015 sera-t-elle une année de crise financière ?» Et je reprécise les coordonnées de Platinium Gestion, qui est situé 203 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, et dont le téléphone est 01 82 83 81 40. Et on a en effet reçu quelques questions, dont 2 auditeurs posent la question que je brûlais de poser depuis un moment. Ils sont gentils. En deux volets, ils la posent. Le premier auditeur, que pourrait-on faire pour remettre les pendules à l'heure pour éviter le krach? Et l'autre auditeur dit, comment les choses repartiront-elles après le cataclysme? Vaste question. Écoutez, je pense que, alors ça va être très décevant pour ceux qui ont posé cette question-là, mais je crains malheureusement que il ne soit trop tard pour avoir des actions réellement efficaces pour que économiquement on ne souffre pas trop. Alors, que vous ayez aujourd'hui des choses à faire pour vos patrimoines personnels, oui, il y a des choses à faire. Ça ne veut pas dire pour ça d'ailleurs que vous éviterez le tsunami qui va arriver, mais vous avez quand même un certain nombre de précautions à prendre, même si ça ne vous évite pas tout. En revanche, économiquement, je pense que le sol est trop proche pour malheureusement un changement de pilote à quelques mètres du mur, ça ne sert à rien. Et malheureusement, j'ai peur qu'on n'ait pas grand-chose à faire. D'abord parce que aussi, il faut bien se rendre compte que même si on a le coq pour emblème, ce n'est pas nous qui dirigeons le monde. Donc, si on prend un certain nombre de mesures en France,
des vraies mesures, hein, pas les lois Macron, des vraies mesures en France, malheureusement, ça ne suffira pas à sauver le monde. Hein, ça, c'était peut-être il y a quelques siècles, mais là, maintenant, non. Et le point de non-retour a été dépassé, en fait, depuis longtemps, à l'échelle mondiale, quoi. Ah ben, le point de non-retour, oui, on l'a passé depuis un petit moment. Donc, et je vous dis, le problème est que ce remède d'assouplissement monétaire n'en est pas un, et que, au contraire, il dégrade les choses, et que après, vous êtes obligé de continuer. C'est-à-dire que, alors je vous le dis, vous aurez, aussi sûr que de fonds 4, vous aurez un QE4, vous aurez un quantitative easing 4 aux États-Unis, un assouplissement monétaire numéro 4, aussi sûr que de fonds 4. Alors qu'on vient de terminer le troisième, il y a quelques mois, vous en aurez un quatrième, parce que vous ne pouvez pas, une fois que vous êtes rentré dans cette logique-là, vous ne pouvez pas en changer. Donc, à part si demain une communauté extraterrestre arrive avec un énorme chéquier, qu'il rembourse toutes les dettes et qu'il nous apporte une technologie tellement géniale qu'on va avoir de la croissance pour les 50 années qui viennent. Bon, pourquoi pas, hein, on peut y croire. Maintenant, en termes de probabilité sur ce scénario, je mettrais quand même pas grand-chose. Et ne pourrait-on pas penser que le fait qu'un certain nombre de banques centrales semblent acheter en douce de l'or métal sur le marché, sans faire trop de bruit pour pas trop faire monter les cours, mais il semblerait qu'il y a un engouement assez répandu actuellement de la part des banques centrales sur l'or. Est-ce qu'elles ne se préparent pas à un effondrement monétaire ? Ah, écoutez, enfin, en tout cas sur certaines, probablement. Quand on voit ce qu'achète la Banque centrale chinoise, on peut se dire en effet que ils ont une petite idée derrière la tête. La petite idée derrière la tête, pour moi, c'est assez simple. Hein, c'est que ils se disent que le jour où ils arriveront à la table des négociations, vous savez, quand le yen vaudra 0 et que à ce moment-là le G20 réunira les 20 idiots qu'il y a en général autour de la table pour leur demander ce qu'ils pensent d'un nouveau système monétaire. Je pense qu'à ce moment-là, en effet, les Chinois arriveront avec eux une bonne réserve d'or et ils diront bon bah écoutez les gars, voilà, cette fois-ci vous faites pas sans nous parce que c'est nous qui avons le plus de réserves et donc c'est nous qui allons parler en premier. On va vous imposer un certain nombre de choses. Oui, sûrement. C'est une façon de négocier. Pour négocier, il faut avoir des billes. Il faut avoir un bon jeu et c'est ce que certaines banques centrales sont probablement en train de préparer. Et la Banque centrale chinoise pourrait, dans la perspective de ce que vous venez de dire, essayer d'assumer le rôle qui fut celle de la Banque centrale américaine en 1944 au moment des accords de Bretton Woods, c'est-à-dire essayer d'imposer le yuan comme monnaie de réserve, c'est ça en fait. Je ne sais pas si on remplacera le dollar par le yuan. Vous aurez un espèce de marchandage, de marchand de tapis autour d'une table avec chacun essayant de tirer la couverture à lui. Donc voilà, moi je ne sais pas ce qu'il en sortira. C'est des décisions qui sont des décisions politiques. Maintenant, il serait quand même très curieux que, vu le poids de l'économie chinoise, qu'on continue à ignorer superbement le yuan. Et quand on voit aujourd'hui ce que sont devenus les États-Unis, parce qu'à part une armée très efficace, d'ailleurs dont ils se servent grandement pour un prix Nobel de la paix, moi ça m'a toujours étonné, mais enfin bon, après chacun voit midi à sa porte, hein, mais je pense que le dollar devrait perdre de sa superbe et surtout perdre son monopole.
Donc voilà, il y aura très probablement autre chose. Alors maintenant, est-ce que ce autre chose sera basé à 100% sur l'or? Est-ce que ce autre chose sera basé sur un panier de quelque chose? Est-ce que ce autre chose sera basé sur un panier de matières premières ou un panier de devises ou on n'en sait rien. C'est ce qui sortira de ces cerveaux pour certains malades. Donc voilà. Après, il est certain qu'il faut absolument éviter de baser ça sur rien, comme actuellement, et permettre à des banquiers centraux de complètement péter un fusible et s'amuser à imprimer à tour de bras. Il faut absolument revenir sur quelque chose qui soit basé sur quelque chose. C'est tout. Vous savez, c'est moi je compare souvent la monnaie à quelqu'un qui aurait 0 sur son compte et qui aurait 1 millier de chéquiers. Il fait plusieurs milliers de chèques d'1 million d'euros, d'accord? C'est ce que fait la Banque centrale. Hein. Elle a rien sur son compte, elle fait plusieurs millions de chèques. Et puis, je viens acheter un appartement, une voiture, etc. Et je paye avec ces chèques. Bon, tant que la personne en face considère que j'ai une bonne tête et que je dois être un garçon très bien qui a plusieurs millions sur son compte, tout se passe bien. Lui-même, celui qui reçoit mon chèque peut aller s'acheter à son tour un appartement, une voiture, je sais pas quoi encore, et tout se passe bien. Jusqu'au jour où vous en avez un qui se dit finalement, il a une bonne tête, mais est-ce qu'il a des sous sur son compte? Et qui à ce moment-là va essayer de toucher le chèque à sa banque. Et le banquier, il regarde sur son ordinateur et dit, mais monsieur, il a rien, celui-là, sur son compte. Donc, vous avez un chèque en bois. Et à ce moment-là, la banque, le banquier, il vous donne pas la moitié de la valeur du chèque. Il vous donne pas le quart de la valeur du chèque. Il vous donne rien. Il vous dit, monsieur, il prend le chèque et puis il le déchire et puis il dit, non, ça, 0. Voilà, et ça, c'est la même chose pour une monnaie. C'est-à-dire que au moment où les gens vont s'apercevoir, vont tilter sur le fait que ça ne vaut rien, ça ne vaut rien. Parce que ça n'est jamais qu'un contrat de confiance. Comme il n'y a rien en face, ça n'est jamais qu'un contrat de confiance. Donc, cher Bernard, oui, je vois qu'il y a plein de questions d'auditeurs. Certains pour lesquels vous avez donné les réponses, mais je les lis quand même parce qu'ils aiment bien qu'on lise leurs questions. Un auditeur vous dit, émission passionnante. Merci, monsieur. J'espère que vous serez à nouveau invité. Ce sera le cas, oui. Vous nous expliquez bien les choses et nous ouvrez les yeux sur les bobards que l'on nous raconte. Et une auditrice vous dit, à votre avis, y a-t-il parmi les politiciens actuels quelqu'un qui pourrait nous sauver en prenant les bonnes mesures? Et elle en suggère 2. Dois-je les nommer? Non, mais non. En plus, oublié. Non, malheureusement. Suggère les 2 qui sont le moins à gauche de notre échiquier. Qui c'est? Monsieur Dupont-Aignan et Madame Le Pen. Ah oui. Non, mais de toute façon, quand vous regardez, les hommes politiques aujourd'hui, vous en avez certains qui, en effet, ont une analyse de la situation qui est pas mauvaise. Bon, ça jusque-là, je dirais c'est la partie facile des choses. Ensuite, ça coince au niveau des préconisations et au niveau des préconisations, c'est juste catastrophique. Et donc non, malheureusement, vous n'avez pas aujourd'hui de personnes qui pourraient vous éviter le mur. Puis je vous dis, malheureusement, c'est trop tard. Alors que maintenant, on essaie de faire un certain nombre de choses en espérant repartir derrière de façon plus rapide et de façon le moins douloureuse possible. Oui,
probablement. Vous avez aujourd'hui un certain nombre de choses à faire, mais c'est pas forcément des choses qui vont vous faire plaisir. Je vous le dis, on peut se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'aujourd'hui on va être capable de maintenir les systèmes sociaux tels que on les connaît? Non, sûrement pas, parce que quand vous avez une croissance et un pays qui est en ruine, qui est vous ne pourrez pas maintenir. Est-ce que vous pourrez ne plus augmenter les impôts comme Monsieur Hollande nous l'a dit? Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de plus en plus de sous et que ça s'invente pas. Il va falloir à un moment que vous ayez des entrées, et les entrées, si c'est pas par l'impôt, on vous le piquera sur votre épargne. C'est clair, c'est écrit. Donc voilà, il va falloir que nous réfléchissions au fait que aujourd'hui, dans les pays occidentaux, qui sont des vieux pays pour la plupart, dans les pays occidentaux, où on a un potentiel de croissance qui est très faible, ce qui est normal, c'est les principes même de la nature. Vous poussez très vite entre 0 et 18 ans, ensuite vous vous tassez, vous arrêtez de grandir, et puis après vous avez plutôt tendance à vous tasser. Une économie, c'est la même chose, c'est-à-dire que ça suit le cycle de la vie. Dans un premier temps, vous avez une forte croissance, ensuite vous avez un plateau, et ensuite vous régressez. Et là, vous avez des pays occidentaux qui sont largement matures et qui donc n'ont plus la croissance qu'il y avait avant. On peut estimer que la croissance dans les pays occidentaux, ça sera entre 0 et 1%, ce qui fait pas lourd, et ce qui ne permet en aucun cas de payer les intérêts des emprunts, de rembourser les dettes qu'on a, et de vivre avec le même train de vie que vous aviez quand vous aviez 7% de croissance, quand vous aviez 0 dette, et quand vous aviez un pays qui était essentiellement jeune, et quand vous aviez en plus des progrès techniques qui étaient autre chose que l'iPhone 6 par rapport à l'iPhone 5, si vous voulez. Donc c'était l'électricité, c'était la robotisation, c'était l'informatique, c'était le moteur à explosion, c'était il y avait quand même des choses qui sont arrivées au début du XXe qui étaient majeures. Là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? On va un tout petit peu plus vite. On a des téléphones qui vous rajoutent à peu près tous les mois des coins carrés, des coins ronds, des machins, mais il n'y a rien qui change. Et il y a aucun progrès technique qui aujourd'hui justifierait d'un regain de croissance extraordinaire. Et donc on a besoin de moins en moins de gens. Ça, c'est aussi les revers de certains progrès techniques. On a besoin de moins en moins de gens au travail. Et donc les robots, vous n'êtes pas obligé de les nourrir, vous n'êtes pas obligé de les habiller, ils dépensent rien. Et donc voilà. Donc on a une croissance qui est plus faible. C'est un fait. Et au lieu de réfléchir sur le fait que comment vit-on dans cette croissance, dans cet environnement de croissance faible? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui nous dirigent, qui nous disent « Ah, mais vous inquiétez pas, l'année prochaine on a 2, et puis l'année suivante on a 3, et l'année prochaine on va nous dire « Ah oui, non, c'est raté, excusez-moi ». Voilà, je veux dire, au lieu d'espérer par des mesures cosmétiques, on en est à je sais pas combien de plans. Il y avait le contrat de confiance ou je sais plus quoi. Ensuite, on vous sort tous les 3 mois, on vous sort un nouveau plan. Ça ne fera pas revenir la croissance. On ferait mieux de réfléchir sur le fait de comment vit-on avec une croissance à 1%. Cher Bernard, une foison de questions encore pour Olivier Delamarche. Je vous en livre 5 qui sont voisines. On va grouper un peu. Oui. Une auditrice, existe-t-il un mode d'emploi pour éviter l'endettement et le surendettement que vous décrivez? Un auditeur, que doit faire un particulier, un ménage moyen,
de classe moyenne pour se protéger des difficultés annoncées par l'intervenant. Un autre auditeur, on est en plein scénario catastrophe. Quelles solutions concrètes pour les particuliers pour s'en sortir? Encore un autre auditeur, faut-il, ça c'est beaucoup plus personnel, laisser ses économies sur son livret de caisse d'épargne dont le taux va passer à 0,25%? Et enfin une auditrice, je suis intéressé par vos propos. En admettant que par hasard vous preniez les commandes de l'économie mondiale, que feriez-vous? Alors, sur les façons concrètes d'éviter la casse. Vous aviez un de vos auditeurs qui demandait sur son livret qui lui rapportait du 0,25%. Qu'est-ce qu'il doit faire de ses économies? Il pose mal la question. C'est pas parce que ça rapporte 0,25% que c'est pas intéressant. On est aujourd'hui, on est resté dans une espèce de culture d'essayer d'avoir le meilleur rendement possible. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est de pas se retrouver à poil. Voilà. Et donc, c'est un sujet de risque. C'est pas un sujet de rendement. Et donc, plus vous avez un rendement important, plus vous avez du risque en face. J'ai vu ce matin que Affaires avait annoncé que le taux servi serait de 3,2, c'est ça, dans les assurances vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 3,2%, ça n'est pas possible, sans prendre de risque. Ça n'existe pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, dans les assurances vie, vous prenez du risque. Quand vous êtes dans une banque commerciale, vous êtes en risque, et en risque majeur. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien appris de 2008, qu'on vous a fait des stress tests qui étaient juste une opération marketing, et que aujourd'hui, les banques sont en risque. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a dressé une liste de banques systémiques. Systémique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où il y en a une qui saute, on n'est pas bien. Bon, et donc ça, vous pouvez être certain que dans ce cas-là, tout a été mis d'ailleurs en place pour pouvoir le faire. On fera ce qu'on a appelé à Chypre un bail-in, c'est-à-dire que on sauvera la banque par les comptes des gens qui ont déposé dans cette banque. Qu'on soit bien clair là-dessus, ça veut dire qu'on ira vous piquer votre argent sur votre compte. Donc, en effet, il y a des moyens aujourd'hui d'éviter ce genre de choses. Il y a aussi des moyens pour éviter le fait que la plupart des gens qui vous téléphonent, je suppose, sont à 100% sur de l'euro. Tout leur patrimoine est très probablement en euros. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils font un pari énorme. Alors un pari énorme, ça peut marcher. Vous allez au casino, vous allez à la roulette, vous mettez tout sur le rouge. Si vous avez de la chance, c'est le rouge qui sort, vous gagnez. D'accord? Si c'est le noir et que vous avez tout mis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez zéro. Et donc le problème il est là, et donc il faut diversifier absolument sur les devises. Alors c'est pas facile. Vous n'avez que peu de sociétés de gestion qui font ça en France. Nous on le fait. Donc si ça intéresse les gens, ils peuvent m'appeler et je leur donnerai des solutions. Mais ça ne veut pas dire que on mettra le risque à zéro, parce que ça n'existe pas. Ça veut dire simplement que nous, on a identifié un certain nombre de risques, que ces risques-là, on a cherché des solutions pour les maîtriser, voire les annuler, et qu'on en a annulé certains, qu'on en a maîtrisé mieux d'autres, mais ça ne veut pas dire pour ça que on vous mettra à zéro risque, ça n'existe pas. Il y a encore des auditeurs, je vais en lire plusieurs de nouveau. Un auditeur vous dit, votre émission est pessimiste. Voyez-vous une perspective de guerre à court terme? Et une auditrice dit, je trouve que l'intervenant, vous, critique beaucoup les politiques en faisant semblant de ne pas voir qu'ils sont prisonniers de leur opinion publique et de la technologie. Je pense qu'elle veut dire technostructure. Mais...
Non, je suis pas pessimiste parce que pour moi c'est un terme qui ne veut rien dire. Je suis juste factuel. Je prends les chiffres, je les regarde et j'en conclus un certain nombre de choses qui malheureusement sont pour la plupart assez faciles à... Et vos prévisions réussies sont très nombreuses au fil du temps. Voilà, mais bon, après, est-ce qu'il y a un risque de guerre? Je trouve que... alors je vais reparler des politiques, malheureusement, mais enfin c'est quand même eux qui dirigent, hein, donc et puis ils sont pas arrivés là par hasard, hein, ils se sont tous battus et continuent à se battre pour avoir la place. Donc on peut pas, ils ont pas été contraints de le faire. Donc je trouve que le comportement européen à suivre aveuglément les Américains dans leur guerre tous azimuts et qui aujourd'hui on est en train de relancer une espèce de guerre froide avec les Russes qui devraient quand même, je vous le rappelle, être notre allié naturel. Il est sur notre continent et en plus il faut quand même se souvenir d'une toute petite chose, c'est qu'ils nous ont sauvé les fesses en 39-45, hein. C'est pas que les Américains, comme aujourd'hui on essaie de nous le vendre. Il y a eu combien de millions de morts russes? C'est bien quand même grâce à eux qu'aujourd'hui on parle pas allemand, hein. Et on les pousse dans les cordes, les malheureux Russes, alors que le pétrole descendant, ils sont déjà en difficulté économique. On leur colle un embargo. On les pousse vraiment dans les cordes. Non, mais on les pousse dans les cordes. On traite Poutine comme un je sais pas quoi, enfin comme un malpropre. On ferait bien mieux de se regarder nous-mêmes d'abord. Et puis, je suis désolé. Enfin, qu'est-ce qu'on est allé lui casser les pieds sur la Crimée qui a toujours appartenu à la Russie. Enfin. On est là, on nie le référendum en Crimée parce qu'évidemment nous on a une idée de la démocratie qui est assez fluctuante, suivant que ça nous arrange ou pas. Là il y a eu un vote mais on dit que c'est pas réel. En revanche quand nous on vote contre un traité, on nous l'impose quand même. Hein. C'est quand même une idée de la démocratie qui est assez curieuse. Voilà, enfin, on est dans un monde où on fait monter totalement artificiellement, parce qu'il n'y avait aucune raison de le faire, on fait monter les crispations et les risques, alors qu'on ferait bien mieux de s'occuper de ce qui se passe chez nous et de le faire correctement. Voilà. Ouais. Donc oui, il y a un risque de guerre, il y a toujours un risque de guerre de toute façon, et puis ça fait quand même un certain temps qu'on est en guerre contre le terrorisme, en guerre contre tout. Donc. Encore quelques questions. En les groupant, peut-être. Oui, en les groupant, oui. Une auditrice. Pourquoi est-ce la monnaie qui a de la valeur et non pas les biens de consommation qui, selon ce qu'ils sont, ont leur qualité et leur valeur? Un auditeur vous demande, est-ce que ce qui assure la pérennité du système n'est pas justement sa perversion, puisque aucune des monnaies n'est basée sur des fondements sains et que le premier pays qui jouerait Antigone aboutirait à l'apocalypse générale à laquelle personne n'a intérêt. C'est d'ailleurs le secret de l'omerta chez les malfaiteurs. Aucun n'a intérêt à parler. Et enfin, un autre qui pose une vraie question. On nous a souvent expliqué à cette antenne que la dette japonaise n'est pas si grave car elle est intérieure, alors que pour la dette française, la majorité des créanciers sont étrangers. Question, comment un pays comme la France, au fond du trou de la dette, peut-il trouver encore des prêteurs assez fous pour lui faire crédit? Oh, c'est tout simple. D'abord, il faut quand même savoir que on oblige aussi les banques, notamment, à acheter de la dette française. Elle n'est pas entièrement détenue par les étrangers. Quand vous prenez un certain nombre de mesures pour que les ratios soient respectés dans les banques, dans les assurances, etc. Aujourd'hui, il faut quand même savoir que vous mettez de la dette d'État grecque dans votre bilan.
vous n'avez pas besoin de mettre des fonds propres en face. Parce qu'un pays, ça ne fait pas faillite. D'accord, selon la BCE et le FMI, les stress tests, c'était ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, dès que vous avez de la dette d'État, vous ne mettez pas de fonds propres en face. Ce qui veut dire que c'est bien pratique. Il vaut mieux prêter à un État en faillite que prêter à l'économie, à Danone, à LVMH, à Renault et j'en passe. Donc c'est assez curieux comme système, mais ça pousse évidemment les assureurs, par exemple, dans les assurances vie, dans le fonds euro, ça les pousse à acheter des obligations européennes. Et donc, évidemment, si vous allez chez AXA, vous allez trouver à peu près toutes les OAT françaises. Hein. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez vu que, par exemple, en fin d'année 2014, on a relevé le plafond du livret A. Hein, pas le taux, mais le plafond du livret A. C'était, vous pensez, pour vous faire plaisir? Non, pas du tout. C'était simplement parce qu'on savait que la France allait émettre des obligations et qu'il fallait bien trouver quelqu'un assez crétin pour les acheter. Donc, on a fait ça. On a relevé les plafonds dans le livret A. Résultat, les Français sont allés se jeter dans le livret A et ont remis des sous. Et les gens qui gèrent le livret A en ont profité pour acheter de la dette française. Donc vous avez des mouvements comme ça financiers qui sont ahurissants de bêtises aussi de la part des grandes banques étrangères qui achètent aujourd'hui de la dette française à des prix ahurissants. Mais vous avez le même phénomène exactement au Japon. Au Japon, vous avez aujourd'hui des investisseurs. Alors, je parle pas de la Banque du Japon qui achète l'essentiel, mais vous avez quand même encore des investisseurs qui s'amusent à acheter du yen. Bon, et pourtant c'est une énorme bêtise, mais bon, ils le font. Donc vous savez, faut pas penser que parce que vous êtes banquier, vous êtes intelligent. Hein, ça se saurait. D'autres questions? J'ai encore des auditeurs. Un auditeur qui vous dit, du fait que les devises sont évaluées les unes par rapport aux autres, leur effondrement simultané ne reviendra-t-il pas à un jeu à somme nulle? Non, ça ne reviendra pas à un jeu à somme nulle, d'abord parce que ça ne se fera pas de façon totalement simultanée. C'est-à-dire que, ce que je vous ai dit au départ, quand vous avez un problème, même si c'est un problème qui concerne les Américains, vous aurez un refuge qui est le dollar. Donc, si vous avez demain le yen qui commence à partir vers le bas, la monnaie de refuge sera le dollar. Si vous avez un éclatement de l'euro, la monnaie de refuge sera le dollar. Donc, dans un premier temps, vous aurez une monnaie qui va grimper, ça sera le dollar. Alors, ça sera aussi l'or, ça sera aussi les devises du genre couronne norvégienne, couronne suédoise, dollar de Singapour, enfin tout ce qui fait partie des pays qui n'ont pas fait marcher la planche à billets, etc. Donc, mais l'absolue liquidité, ce qu'il y a de plus facile à acheter, etc., c'est le dollar. Donc, vous aurez d'abord, dans un premier temps, un refuge sur le dollar. Donc, ça se cassera pas tout ne se cassera pas la figure en même temps, et vous aurez des disparités assez fortes. Alors voilà, donc ça sera pas tout le monde à zéro, et comme ça la vie est belle. Et c'est ce qui permet justement d'avoir une stratégie de conservation de son patrimoine ou de limitation, de destruction de son patrimoine à travers toutes ces péripéties au fur et à mesure. C'est votre métier, oui, ça. Oui, enfin bon, en espérant, on croise les doigts, en espérant que ça se passe comme ça, parce que vous avez souvent des surprises. Là, en fin d'année, personne n'avait anticipé qu'on se retrouverait brutalement avec un pétrole à $40. Donc ça peut arriver de plein d'endroits à la fois. On savait que le pétrole était surévalué parce que quantitative easing, etc. On savait que c'était surévalué. Maintenant, quand est-ce que ça allait se déclencher, et à quelle vitesse ça allait se faire, personne n'en avait absolument aucune idée. Or,
bah voilà, ça arrive et ça donne tout de suite. Ça provoque une nouvelle donne. La baisse du pétrole, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est pas une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. C'est même une nouvelle qui est très mauvaise. Alors, on va mettre des bémols. On va vous dire oui, mais en France, on est consommateur de pétrole, donc tout va bien. Alors, je vais vous dire première chose. Je ne sais pas si vous vous êtes amusé à faire le tour des stations-service sur l'autoroute et à Paris. Ça n'a pas baissé tant que ça. Ça, c'est une première chose, à cause des TIPP, enfin l'imposition sur le pétrole. Deuxième chose qu'il faut connaître, c'est que sur le pétrole, il se négocie dans quelle monnaie? Il se négocie en dollars. Quand l'euro baisse, c'est pas une bonne nouvelle. Donc ça fait moins de baisse, sur le pétrole. Ça baisse quand même, mais ça fait moins de baisse sur le pétrole. Ensuite, vous avez puis après vous avez des phénomènes de décalage, etc. Donc il faut pas croire que instantanément ça va vous redonner de la marge de manœuvre. Surtout que ça veut dire quoi? Ça veut dire que Total va moins payer d'impôts, de toute façon vous avez un certain nombre de prix qui augmentent, vous avez des impôts qui augmentent, etc. Et que donc l'avantage que vous allez récupérer des 10 euros que vous allez récupérer par plein, croyez-moi qu'il va être mangé sur d'autres choses. Mais là où ça pèse vraiment, c'est que faut bien se rendre compte que les Russes, tous les grands pays producteurs de pétrole, il y avait ce qu'on appelle le recyclage des pétrodollars, qui allait dans le luxe, qui allait dans la croissance. Ce recyclage des pétrodollars, c'est terminé. Et ça peut faire une crise financière, ça. Donc. Ça peut faire une crise financière. Ensuite, ça peut faire le fait que les pays arabes du Golfe qui avaient installé des systèmes sociaux très élaborés où ils distribuaient de l'argent pour avoir la paix, quand ils pourront plus distribuer de l'argent, ou en tout cas moins distribuer d'argent, la paix va être compliquée, que vous avez un certain nombre de phénomènes qui se passent aux États-Unis dans le pétrole de schiste. Pourquoi? Tout simplement parce que le pétrole de schiste, ça coûte cher à sortir. C'est en gros avec le financier dessus, les coûts financiers, on peut estimer que les pétroles de schiste, suivant les régions, c'est entre 70 et 85 dollars par baril. Quand il est à 40, vous perdez 40 à chaque fois que vous en sortez un. Vous avez le même phénomène sur le gaz, où aujourd'hui le gaz naturel de schiste qui sort le coût de production, c'est 8 dollars par MBTU, enfin par l'unité employée pour le gaz. Aujourd'hui, vous le vendez à peine 3. Bon, ça veut dire que vous perdez 5 dollars par unité. Donc, imaginez que les entreprises qui ont lourdement investi pour sortir du pétrole et du gaz de schiste vont pas tenir longtemps à ce rythme-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sociétés-là vont faire faillite, qu'elles vont virer les gens qui travaillaient chez elles, que tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les serveurs dans les bars qui apportaient la bière aux gars qui travaillaient sur le champ toute la journée, tout ça va disparaître. C'est ça qui a fait un tout petit peu remonter l'emploi aux États-Unis, pas dans les proportions qu'on vous annonce bien évidemment, mais qui a fait des embauches sur les dernières années. Donc tous ces gens-là vont se retrouver au chômage, que vous avez des sociétés qui vont faire faillite, et ça on le voit, on commence déjà à l'entendre. Y compris des grandes sociétés. Oui, bien sûr. Et que ces sociétés-là, il faut bien savoir qu'elles avaient fait des emprunts auprès de banques, qu'elles ne pourront donc pas rembourser. Vous avez des banques qui vont sauter aux États-Unis. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est pas une bonne nouvelle. Voilà. Donc il faut arrêter systématiquement de faire tout passer pour une bonne nouvelle. La baisse de l'euro, ça n'est pas une bonne nouvelle non plus, parce que
première chose, il y avait si ça baisse en même temps que le pétrole, ça donne moins d'effet de baisse sur le pétrole. Et puis il y a quelque chose, il y a un aspect qu'on oublie tout le temps, c'est que bien sûr que ça va donner un petit coup de pouce à certains exportateurs qui en général ne sont pas les gros exportateurs, parce que les gros exportateurs, ils s'installent sur le lieu où ils vendent. Donc il n'y a pas de différentiel de prix. La seule chose, c'est purement comptable. Au moment où ils rapatrient leurs résultats, ça leur fait un peu plus d'argent si ils sont en dollars ou s'ils sont dans une monnaie forte. Mais d'un autre côté, vous avez tout ce que vous importez qui augmente et qui augmente considérablement. Donc, faut arrêter de penser. Ça, c'est des réflexes et c'est des méthodes d'il y a 60 ou 70 ans, où en effet, vous aviez des gens qui fabriquaient sur place et qui exportaient. Donc là, le différentiel de change était important. Et puis, souvenez-vous aussi que la France, comme quasiment tous les pays européens, s'échangent 70% avec l'Europe. Donc là, toutes les transactions se font en euros. Donc on se fiche complètement que l'euro est baissé. Donc vraiment, c'est à chaque fois on vous présente ça comme la panacée qui va nous relancer notre croissance, etc. C'est ridicule. C'est des raisonnements d'il y a 60 ans, d'économistes qui sont morts il y a 150 ans, et donc c'est ridicule. Alors, toute question qu'on va grouper. Oui, je vais grouper les dernières. Un auditeur, si ma banque confisque mon épargne, dit-il, devrais-je tout de même lui rembourser le prêt qu'elle m'a accordé pour l'achat de ma maison? Mais bien sûr, monsieur, bien évidemment. Et une auditrice... C'est les actifs qui se confisquent, c'est rarement les dettes. Une auditrice donne un conseil, elle dit: achetez donc du terrain et cultivez vos légumes au cas où vous ne pourriez plus en acheter. Mais c'est une excellente solution. Un autre auditeur, alors là c'est une question qui revient sur plusieurs, que je ne pourrais pas lire tout. Comment les particuliers peuvent-ils limiter la casse? Vous avez parlé de diversifier les devises, etc. Tous disent soyez plus précis. Ils y attendent que vous leur proposiez une solution. Non, mais je vais pas parce que c'est trop long. C'est des choses qu'on fait. Je leur dis appelez-moi. Je vous dirai à ce moment-là ce que vous pouvez faire, parce que tout dépend des cas que vous avez. Aujourd'hui, je vous ai dit en préalable, nous malheureusement. On n'a pas pour l'instant en tout cas de solution pour des gens qui ont des liquidités inférieures à 100 000 euros. On est en train d'y travailler, on va bientôt les avoir, les solutions, mais aujourd'hui on ne les a pas. Donc ça ne concerne que certaines personnes, et mais il y a des moyens, mais il faut absolument que vous compreniez que vous n'êtes pas en sécurité quand vous êtes dans une banque. Vous n'êtes pas en sécurité quand vous êtes dans une assurance vie, contrairement à ce qu'on dit. Et vous n'êtes pas en sécurité quand vous êtes à 100%. Vous faites un énorme pari, c'est tout ce que je dis. Je dis pas que demain matin l'euro va éclater. Je dis simplement que vous faites un énorme pari dont, pour la plupart, vous n'êtes pas conscient. Voilà, parce que c'est votre monnaie, parce que vous l'utilisez tous les jours et que vous n'avez pas l'impression que c'est un actif. C'est un actif qui monte, qui baisse tous les jours et qui peut tout d'un coup, comme tous les actifs, valoir zéro. Donc faites attention à ça, et en effet, il y a un certain nombre de précautions à prendre pour ne pas faire ce genre de paris exclusifs qui font que si vous avez raison, ça se passe très bien. Si vous avez tort, ça va très très mal se passer. Mais donc, Platinum Gestion ne gère pas les patrimoines en dessous de 100 000 euros, donc, c'est ça? Non, et alors on a mis en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'on va, comme on est société de gestion, on n'est pas banque, donc on est obligé d'aller déposer les sous dans une banque, et on a choisi un certain nombre de banques qui sont des banques privées, qui donc n'ont pas d'effet de levier, qui ne font que de la gestion, ce qu'on appelle de la gestion pour compte de tiers, et quand on a des portefeuilles, on essaie de les diversifier avec plusieurs devises, pour pas rester exclusivement sur une qui
peut-être se comportera bien dans les mois à venir, mais aussi peut valoir zéro. Voilà. Oui. À propos de devises, un auditeur posait dès le début là une question que je n'ai pas pu lire encore. Il dit: j'avais entendu que les États-Unis n'avaient autorisé l'existence de l'euro qu'à la condition expresse qu'il ne se substitue pas au dollar et à sa prééminence. Quelles sont les clauses et restrictions concrètes, voire les humiliations que ce traité comportait? Ouais, ils ont toujours voulu garder... c'est pas une fable. Non, ils ont toujours voulu garder le caractère de monnaie mondiale, parce que ça assurait la suprématie des États-Unis, et que en plus ils en avaient besoin pour financer leur croissance. C'est-à-dire que comme tout le système est basé sur de la dette, la dette, il faut qu'il y ait des gens pour y souscrire. Quoi de plus facile quand vous avez la monnaie qui est utilisée dans toutes les transactions? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Chinois, les Japonais, les Européens recevaient du dollar en permanence. Que ces dollars, fallait bien les recycler en quelque chose. Et ils les recyclaient dans la dette américaine. Donc voilà, c'est tout. C'est assez simple. C'est l'intérêt d'une monnaie de réserve. C'est ça. Mais voilà, exactement. Et donc ils ont bénéficié de ça pendant des années. Donc en fait, ils se sont développés sur notre dos, quoi. Enfin, et ça a très bien fonctionné. C'est comme au Monopoly, quoi. Oui, tout à fait. D'autres questions? Ah oui, le seul problème, mais vous avez tout à fait raison, ça ressemble d'ailleurs à du Monopoly, ce qu'on fait. Le seul problème, c'est que essayer de prendre les billets de Monopoly et de vous acheter, de sortir et d'aller vous acheter une voiture avec, ça va être compliqué. Hein? Donc voilà, et malheureusement c'est ce qui est en train de se passer. J'ai deux remarques de deux auditeurs qui disent: l'un dit, les grands pays emprunteurs sur les marchés financiers internationaux, et en particulier la France, doivent-ils s'attendre à un relèvement des taux d'intérêt pour cette année, et si oui, avec quelles conséquences? Et l'autre dit, un pays riche est un pays qui produit avec des gens qui habitent sur ce pays, et non pas avec un trafiquant qui bidouille dans la finance et dans les règlements financiers. Tout à fait. Alors, sur la dette, vous avez, je sens bien que la question vient du fait que la Banque centrale américaine a annoncé qu'elle allait relever ses taux, soi-disant, dans le premier semestre 2015. Elle ne relèvera pas ses taux. Bon, pour la bonne et simple raison que ça c'est un risque et qu'ils n'ont absolument pas l'intention de le prendre. Donc aujourd'hui, ça rime avec ce qu'ils essaient de vous vendre, c'est-à-dire une croissance forte aux États-Unis. Il n'empêche que vous n'aurez pas de hausse de taux. Que vous n'aurez pas de hausse de taux et que vous aurez, ce que je vous disais tout à l'heure, un assouplissement monétaire de plus dans l'année 2015 très probablement, un QE4. Donc voilà le tableau. Sur l'Europe. La hausse des taux, je dirais, il y a deux choses. D'abord, vous n'aurez pas de hausse de taux, vous aurez probablement une poursuite de la baisse des taux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous avez un élément de la dette qui a été complètement sorti des esprits, qui est qu'une dette doit se rembourser. Alors, tant que les gens raisonnent comme ça, et qu'il n'y a donc pas de risque de non-remboursement, les taux vont suivre quoi? Les taux vont suivre l'activité. L'activité étant déplorable, et la plupart des pays en récession ou
à 0+, donc quasi-récession, vous êtes dans une période où les taux d'intérêt vont continuer à baisser. En revanche, est-ce que à un moment, sur un défaut de paiement de la Grèce, par exemple, qui ne pourra, je vous le rappelle, jamais rembourser, au grand jamais, quoi que ce soit. Donc, au moment d'un défaut de paiement, est-ce que les gens vont se dire que finalement, il y a un risque à détenir de la dette d'un truc qui est surendetté et qui ne peut pas rembourser? C'est possible. Et à ce moment-là, à ce moment-là, vous allez retrouver ce que vous aviez à un moment sur les taux italiens, espagnols, portugais et j'en passe, des taux à 7, 8, 9, 10%. Ça, c'est une possibilité. Maintenant, malheureusement, là aussi, c'est très compliqué d'essayer de trouver le moment où les gens vont ouvrir les yeux. J'en sais rien. Alors, ce serait le mot de la fin, cher Olivier Delamarche. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie, donc Olivier Delamarche, vous êtes président fondateur de la société de gestion de portefeuille Platinum Gestion, fondateur des Éconoclastes, et Platinum Gestion, on peut appeler par Platinum Gestion au numéro de téléphone suivant, le 01 82 83 81 40, 01 82 83 81 40. Et nous avons encore un petit moment. Le mot de la fin, ce sera que finalement, le pire est quand même devant nous, en fait. Le pire est très sûrement devant nous. On a depuis cette crise de 2008, on a tout fait pour ne pas tomber en récession, ce qui est pourtant une respiration normale d'une économie. On a tout fait pour sauver les banques et on a tout fait pour créer une illusion de croissance. Donc malheureusement, à un moment, les masques tombent. Et quand les masques tombent, ça va faire très très mal. Voilà. Eh bien, effectivement, ça pourrait être le mot de la fin déjà, car en tout cas, on ne peut que conseiller aux auditeurs de Radio Courtoisie de vous consulter à Platinum Gestion, mais en sachant qu'à moins de 100 000 euros, vous ne me prenez pas la gestion des patrimoines. Non, pour l'instant, je peux pas, mais je peux donner des conseils de toute façon aux gens qui m'appellent, mais et ça va leur rendre service. Simplement, ce que je voudrais, c'est que les gens prennent conscience qu'on les manipule en permanence, qu'on leur ment en permanence sur les chiffres et sur les mécanismes économiques encore plus, et qu'il faut simplement ouvrir les yeux. Et ça peut vous éviter quand même de gros problèmes. Parce que les grandes banques mènent les gens à l'abîme, hein. Oui, mènent les gens à l'abîme, mais tout le système mène les gens à l'abîme. Et c'est le tout dernier mot de la fin.